Bonjour à toutes et à tous. Merci à la commission scientifique de m'avoir invité à traiter ce sujet. Je pense que c'est vraiment une des thématiques pour lesquelles l'admission précoce, clairement, se discute pas. Et moi, si j'étais malade, je voudrais pas être randomisé dans une étude. Pourquoi ? Parce que c'est grave. Parce que c'est vraiment grave, l'insuffisance respiratoire aiguë du malade immunodéprimé. Que même si la mortalité diminue, elle reste encore, je dirais, scandaleusement élevée. Surtout au vu des investissements que font nos collègues hématologues et oncologues à faire bouger les lignes et pousser les limites. Et non seulement je voudrais être admis rapidement, mais je voudrais être admis rapidement dans un centre qui a l'habitude. Parce que je pense que c'est encore une circonstance dans laquelle il y a un effet volume qui joue clairement un rôle. Alors c'est grave, clairement, ça impacte la mortalité, la survenue d'une insuffisance respiratoire aiguë chez des malades avec une immunodépression. Et c'est vrai quasiment, quelle que soit la maladie. C'est un vieux travail de l'équipe d'Élie Azoulay qui montre bien qu'à peu de choses près, quel que soit le type d'hémopathie maligne, de cancer, on retrouve des taux de mortalité chez les patients avec une insuffisance respiratoire aiguë qui sont ici entre 25 et 60%, et encore une fois, dans un groupe, dans une équipe qui sait faire. Alors, les 24 premières heures, j'imagine que si on m'a demandé de parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait vraisemblablement que je parle de ventilation, et je ne vais clairement pas parler uniquement de ventilation, parce que les 24 premières heures, c'est pas simplement les heures de la ventilation. C'est aussi l'heure du diagnostic, clairement, et je vais en parler un petit peu. C'est l'heure du traitement étiologique, parce que sinon, ne vous gonflez pas d'orgueil quand l'Optiflow améliore l'oxygénation. S'il n'y a pas de traitement étiologique, ça va aller beaucoup plus mal. Et Jamel l'a déjà très très bien dit. Et ça, j'aurai pas le temps d'en parler. Et c'est bien évidemment le moment de réanimer, et de réanimer rapidement, parce que sinon, ça va mal se terminer. Alors, on va commencer par le diagnostic. Quelques mots quand même sur le diagnostic. On sait qu'il y a plusieurs types d'immunosuppression. On sait que c'est probablement pas la même chose aujourd'hui d'être VIH positif sous trithérapie. Et de fait, d'ailleurs, ces patients vieillissent et développent des causes totalement normales, totalement classiques d'insuffisance respiratoire aiguë. Certains deviennent BPCO, certaines deviennent insuffisants cardiaques. Il faudra en tenir compte. L'hémopathie maligne, le cancer, avec ou sans greffe, avec ou sans immunothérapie. On sait qu'il y a différents types de maladies, et plus que les maladies, on s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus au type de cellule qui va être affectée soit par la maladie, soit par le traitement de cette maladie. On s'intéresse au fait que votre maladie ou votre traitement va directement avoir un impact sur la fonction ou le nombre des polynucléaires, sur la fonction des cellules lymphocytaires. C'est aujourd'hui probablement beaucoup plus important de se poser cette question, quel est l'impact cellulaire de la maladie, que de se poser la question de, finalement, quelle est la maladie et quel est le statut actuel, est-ce qu'on est en deuxième ligne ou en troisième ligne de traitement. Alors, Frédéric vous a montré cette diapositive, je ne vais pas insister, c'est vrai que les lignes ont bougé depuis, et moi je trouve toujours très intéressant de se poser la question de savoir, ce patient qui arrive avec une hémopathie maligne X ou Y, finalement, quels sont les risques spécifiques en fonction du type de cellule. Et les maladies sont malignes quand même, au sens propre et figuré du terme. Vous prenez le myélome, il y a un certain nombre de manifestations dans le myélome qui vont faire que vous pouvez avoir un effet qui va vous favoriser la survenue d'infections à germes encapsulés, d'infections bactériennes, de virus, avec les immunothérapies qu'on voit aujourd'hui. Il faut encore une fois, lorsque vous évoquez le diagnostic, et c'est une étape extrêmement importante, prendre le temps de s'interroger sur les risques de ce patient particulier avec cette maladie particulière. Je vous ai parlé des immunothérapies, il y en a de plus en plus. Il faut là aussi se dire que on paye très très cher ces immunothérapies. Elles ont des effets extrêmement intelligents, et en étant très intelligentes et en bloquant le fonctionnement d'un certain nombre de nos cellules de l'immunité, elles vont prédisposer à un certain nombre d'infections bactériennes, mycobactériennes, virales, fongiques, parasitaires. Il y a de plus en plus d'infections opportunistes qui sont décrites avec ce type d'immunothérapie. Il faut le garder en tête.
Et donc, lorsque vous avez un patient immunodéprimé qui arrive avec une insuffisance respiratoire aiguë, eh ben, il va falloir commencer à se poser toutes ces questions. Infectieux, non infectieux, c'est la première et probablement la plus importante. Ne pas oublier encore une fois un certain nombre de causes fréquentes d'insuffisance respiratoire aiguë chez des malades qui ont vieilli et qui ont le droit d'être BPCO parce qu'ils ont le droit de fumer quand ils ont la leucémie. Et pour arriver à trouver un diagnostic là-dedans, il y a un certain nombre de choses à faire et il faut avoir une stratégie qui est bien établie. Et là aussi, encore une fois, l'expérience de l'équipe a un rôle important. Le scanner fait partie de notre stratégie diagnostique aujourd'hui chez des patients au cours des 24 premières heures, avec une analyse extrêmement systématisée de ce scanner qui permet déjà d'avoir un certain nombre d'orientations étiologiques et parfois de nous aider à reposer l'indication d'un lavage broncho-alvéolaire chez un patient pour lesquels soit la radio n'était pas très évocatrice, soit éventuellement chez un malade dont on sait déjà qu'il est inondé d'anti-infectieux et dont on sait que la rentabilité diagnostique ne va pas être nécessairement la même. Un travail maintenant un peu ancien d'Elie Azoulay et Benoît Schlemmer qui montre bien que l'impact diagnostique et thérapeutique du lavage broncho-alvéolaire, ce qu'on faisait très systématiquement encore il y a quelques années chez tous les malades d'hématologie, est finalement pas si majeur. Vous voyez, à peine 34% d'impact thérapeutique quand on regarde cette analyse systématique. Alors qu'en parallèle, se sont développés un certain nombre de tests diagnostiques qui permettent d'avancer un peu dans le diagnostic étiologique chez ces patients. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le bras mini de Minimax, c'est finalement pas si mini que ça. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'outils qu'on a à notre disposition et qui sont extrêmement pertinents, qui nous permettent de faire un diagnostic étiologique. Juste un exemple, la PCR multiplex aujourd'hui, la PCR multiplex permet dans à peu près 47% des cas d'arriver à un diagnostic chez les patients avec en tout cas d'arriver à identifier une atteinte virale chez des patients qui ont une immunodépression et une insuffisance respiratoire aiguë. Vous allez voir arriver, on voit déjà arriver aujourd'hui un certain nombre de techniques moléculaires de diagnostic où je pense que chez cette population particulière de patients dont on sait très bien qu'ils sont inondés d'antibiotiques, d'antifongiques avant même d'arriver en réanimation, on va avoir la possibilité d'identifier des microbes lorsque la microbiologie conventionnelle est prise en défaut. Jamel a montré cette étude, l'étude Minimax, qui comparait justement la stratégie avec le lavage broncho-alvéolaire en plus des tests dits non-invasifs versus non-invasifs. Et vous voyez, pas de différence en termes de rentabilité diagnostique lorsqu'on prend la totalité des malades. Et il faut bien le dire, chez le malade d'hématologie, par exemple, on en fait moins, tandis que chez un patient VIH+, on aura tendance à continuer à faire ce lavage précocement chez un patient qui se présente avec une insuffisance respiratoire aiguë. Dans cette étude, aucune différence sur la survie, aucune différence sur le pourcentage de patients qui va évoluer vers l'intubation. Alors, parlons du support. Le support, c'est important parce que dans ce travail que Jamel vous a déjà montré, vous voyez que à côté du rôle de l'admission précoce et de la gravité des patients qui ont déjà plusieurs points de SOFA, il y a aussi la gravité des patients qui sont admis pour insuffisance respiratoire aiguë. C'est un facteur pronostique important. Ça n'est pas le seul. Et je reprends ce travail toujours du gros qui montre que les patients qui ont à la fois la ventilation mécanique et les drogues vasoactives ont un pronostic péjoratif. Et ça, je crois que c'est un plaidoyer assez fort pour dire que ces patients immunodéprimés, ils ne doivent pas aller dans une unité de soins continue, ils doivent aller dans un service de réanimation, même si je ne me fais pas des amis en disant ça aujourd'hui. Je crois sincèrement qu'il faut qu'ils soient dans des services où on va être capable de prendre en charge la totalité des défaillances que ces patients sont susceptibles de présenter. Alors, prendre en charge, comment? Il y a plus de 15 ans maintenant, Massimo Antonelli publiait ce travail qui montrait que chez des patients qui ont une tumeur solide et qui ont été greffés, quand on fait de la ventilation non invasive, on réduit le pourcentage de patients qui vont être intubés. Et ça a été probablement un des premiers papiers qui nous a dit la VNI, c'est probablement une très très bonne idée chez ces malades-là. Ça a été très rapidement suivi du papier de Gilles Hilbert et d'équipe de Bordeaux qui montrait que
Là aussi, des patients avec une insuffisance respiratoire aiguë, des patients d'hématologie pour leur majorité, lorsqu'on les mettait en ventilation non invasive à l'époque, avaient une amélioration de leur pronostic. Ils étaient intubés moins souvent, ils avaient globalement une amélioration de leur rapport PO2 sur FiO2 et une amélioration de leur pronostic. Il faut bien le dire essentiellement parce que le pronostic des malades intubés à l'époque, c'était un pronostic catastrophique lorsque vous étiez intubé pour une hémopathie maligne. Alors ça reste un facteur pronostic péjoratif, encore une fois, d'être admis parce que vous avez besoin d'une assistance ventilatoire. À l'époque, là, en 2004, lorsque Elie Azoulay regardait sur cette population de patients avec une pathologie maligne, vous voyez que la nécessité d'être ventilé de façon invasive, même après l'échec de ventilation non invasive, c'était associé à une aggravation très considérable du pronostic. Depuis, il y a eu pas mal d'études, récemment résumées dans cette méta-analyse publiée dans Critical Care Medicine en 2016, qui montrent, lorsqu'on regarde les études en s'intéressant essentiellement aux études qui avaient un faible risque de biais, en tout cas un risque plus faible de biais, qui montre que la ventilation non invasive, par rapport à la ventilation mécanique invasive comme premier mode d'assistance ventilatoire, semble améliorer le pronostic. Alors, de façon régulière, on a entendu que les patients qui vont échouer en ventilation non invasive et qui vont finir par être intubés ont une aggravation de leur pronostic. Lorsqu'on regarde cette analyse systématique, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Encore qu'on ne puisse pas être aussi catégorique que ça, il faut probablement regarder ces malades d'un peu plus près. Et lorsqu'on s'intéresse à ça, on se rend compte que les malades qui ont un risque théorique le plus faible et qui vont finir par échouer en ventilation non invasive, eux semblent avoir une aggravation de leur pronostic. Et être capable d'identifier précocement ces malades, c'est probablement quelque chose qui nous permettrait éventuellement de leur proposer d'emblée un mode de ventilation qui soit le plus adapté. Les identifier, c'est difficile, mais il y a quand même maintenant un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire ces patients, les patients qui ont un SOFA très élevé, les patients qui ont une atteinte respiratoire très grave avec un tableau de SDRA, les patients qui ne vont pas répondre à la VNI ou plutôt qui vont répondre avec une aggravation progressive et une accélération de leur fréquence respiratoire, ceux qu'on va mettre du temps à mettre en ventilation non invasive. Jamel nous disait qu'il faut les prendre rapidement et s'en occuper rapidement. Ceux qui sont choqués, qui sont dialysés, ceux qui vont rester dépendants de la VNI après plus de 72 heures, toutes ces causes-là, les patients qui ont en fait une atteinte qui est une atteinte spécifique également, ont été associés dans la littérature à l'échec de la VNI, tandis que les patients qui sont plutôt jeunes, qui ont plutôt de l'insuffisance cardiaque gauche et qui sont bactériémiques et probablement avec une bactériémie qui participe à l'insuffisance respiratoire aiguë, ces patients semblent bénéficier de la VNI. Mais ce n'est pas aussi catégorique que ça. Et il faut bien dire que dans le même temps, la mortalité des malades immunodéprimés en ventilation artificielle conventionnelle a diminué de façon très très significative. C'est vrai y compris pour les plus sévères d'entre eux. Je vous montre ce travail récemment publié encore une fois par Elie Azoulay et Michael Darmon, qui montre que même lorsque vous avez des critères de SDRA, la mortalité au fil des années a diminué, comme elle a diminué pour tous les patients qui ont un SDRA, y compris chez ces malades qui ont des pathologies malignes. Et il a fallu attendre 2015 pour voir ce travail de Virginie Lemial publié dans le JAMA, un travail très intéressant où ils se sont intéressés à l'effet aujourd'hui de la VNI versus oxygène chez des patients, encore une fois, immunodéprimés avec une insuffisance respiratoire aiguë. Et dans ce travail, où encore une fois, on s'attache à faire un diagnostic étiologique de la même façon dans les deux groupes et avec la même efficacité dans les deux groupes, dans cette étude, il faut bien dire que la VNI n'était pas associée à une amélioration du pronostic par rapport à des malades qui reçoivent de l'oxygène immédiatement. Pareil pour le pourcentage de patients intubés. Alors vous avez sûrement vu cette étude qui est une sous-étude de l'étude Florali qui montre apparemment que chez les 82 malades immunodéprimés, il y avait tendance à avoir
une aggravation du pronostic des patients qui étaient en ventilation non invasive par rapport aux patients qui étaient traités par Optiflow. C'était vrai pour le pourcentage de patients intubés et aussi pour la mortalité, avec, encore une fois, toutes les limites qui sont inhérentes à ce type d'études. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse aller sur une conclusion aussi forte. Il y a eu d'autres études un peu sur le même modèle, avec, par exemple, des scores de propensité qui sont utilisés pour voir si VNI versus oxygène. Par exemple, il y a une étude, là aussi, de Virginie Lemial, qui est une sous-étude d'Invictus, qui montre que, globalement, il ne semble pas y avoir de différence. Et aujourd'hui, je suis obligé de vous laisser avec une conclusion assez mitigée sur le mode de ventilation idéal de ces malades. Je crois qu'il faut avant tout rester logique et clinique. Lorsque la cause est facilement réversible, la ventilation non invasive, ça a de bonnes chances de marcher. Lorsque vous avez un sujet jeune qui se retrouve à 40 de fréquence ventilatoire, avec des signes de détresse évidents, et un diagnostic étiologique qui vous montre que cette pathologie-là ne va pas guérir en 3 jours, ces malades-là, je crois qu'il ne faut pas hésiter à les intuber lorsqu'ils ont les critères qui vous feraient intuber n'importe quel autre malade non immunodéprimé, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence en termes de survie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.